Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur le maire de Tulle, Bernard Combe. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Merci d'être avec nous, Sud Radio à Tulle, 95.4 FM. Je le rappelle, et j'espère que dans la mairie, le poste de radio est bien réglé. Hein. Je vais venir vérifier un de ces jours. Sud Radio, no soucis. Bon, d'accord. C'est le coup de massue, l'annonce de la fermeture du sous-traitant automobile américain Borg-Warner à Tulle. 368 emplois vont disparaître d'ici 2022. Borg-Warner qui fabrique des pièces de boîtes de vitesse à double embrayage pour des véhicules à moteur thermique. Raison, si j'ai bien compris, raison de cette décision, le passage à la voiture électrique. Est-ce bien ça, monsieur le maire, qui est avancé par le sous-traitant américain? Ce sont les arguments qu'ils avancent eux ou simplement c'est une commodité bien facile. Moi, ce que j'observe à travers cet équipementier international qui dispose de 26 usines dans le monde et de 29 000 salariés, qui est en train de se diversifier justement en s'associant dans une joint venture avec un groupe qui s'appelle Delphi International qui fabrique des éléments pour les moteurs électriques. Je pense que la diversification s'opère très bien et que la stratégie industrielle est à l'œuvre, que bien évidemment l'équipementier est en train de chercher des pistes de diversification nécessaires à son essor et à sa projection industrielle. Mais j'observe aussi qu'en matière de préparation des usines à l'avenir, le travail n'y est pas. C'est pourquoi, effectivement, ils ont simplement décidé, purement et simplement, de déplacer des chaînes qui fabriquent encore de très belles boîtes de vitesse séquentielles automatiques pour de grandes marques automobiles comme notamment Nissan, mais aussi Volkswagen et Audi et Porsche. Ils ont décidé assez rapidement de déplacer ces chaînes de production vers la Hongrie. Ces Hongrois qui sont venus se former il y a quelques années à l'usine de Tulle, et à qui les ouvriers français disaient « Mais vous êtes sûr que c'est une bonne idée que de venir, qu'on vous montre le savoir-faire qui est le nôtre pourquoi Ah mais ne vous inquiétez pas, montrez-leur comment on travaille, et puis c'est pour les usines d'Europe de l'Est, ne vous inquiétez pas pour ça. » Eh bien, écoutez, je crois qu'ils ont donné leur pain et leur savoir-faire à des ouvriers qui demain, ou après-demain d'ailleurs, en Hongrie comme ailleurs, se retrouveront dans la même situation qu'eux. Ça n'est qu'une affaire d'années. Mais pour l'instant, moi, ce que j'observe, c'est que la stratégie industrielle qui est à l'œuvre est une stratégie de découplement, de désertification, de délabrement économique et social, dans un territoire où, je vous le dis, c'est la seule usine industrielle à hauteur de 400 salariés, mais c'est environ 1000 personnes en emploi indirect qui sont concernées par la chose, qui vont se retrouver éventuellement à Pôle emploi demain sans aucune possibilité, parce qu'il n'y a pas d'espace de travail dans l'endroit où nous nous trouvons. Oui, il n'y a pas d'autres industries qui peuvent subvenir. Non, il n'y a pas d'autres, je vous assure. On a des outils, on a des entreprises qui sont là, qui fabriquent des choses, de la confiture, de l'agroalimentaire, qui fabriquent des portes, qui fabriquent des pièces automobiles, des pièces pour l'aéronautique, parlons-en, et des tas de choses dans des unités plus ou moins importantes, qui ont des fonderies, tout ça sur le territoire, il y en a, mais sur l'usine à proprement parler, Borg-Warner, système transmission, il n'y a pas. Donc, moi, ce que je dis, c'est que cette stratégie a été élaborée depuis au moins 4 ou 5 ans par l'entreprise qui a organisé finalement le déménagement de cette entreprise vers l'Allemagne de l'Est, vers la Hongrie et vers la Pologne, avec une stratégie qui a consisté, après le Covid, à dire de toute façon, comme on ne vend plus de voitures, et comme il y a la transition énergétique et écologique, on va fermer. Vous savez, je crois qu'il faut quand même avoir de l'honnêteté intellectuelle quand on est à l'industriel. On peut avoir des stratégies, elles sont recevables, on a des actionnaires qu'il faut nourrir à 2 chiffres tous les ans, très bien. Mais à un moment donné, quand même, on doit dire aux gens à qui on donne la main et qui font le travail, comment on compte les aider à rester dans leur travail, dans leur vie sociale, dans leur vie économique, dans leur vie de tous les jours. Ces gens-là, ils sont sacrifiés. Ils sont sacrifiés. Et moi, je ne l'admettrai pas parce que c'est trop violent pour ces gens-là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? D'abord, j'ai envie de vous dire, pardon, disons les choses simplement et clairement. Oui. Cette entreprise américaine, par rapport à ce que vous nous dites, la manière dont elle a fonctionné depuis 4 ans, pardon, mais ce sont des voyous. Ce sont des voyous. Je pense que sur la dernière étape qui consiste à fermer l'entreprise, à nous dire on ferme et en mars 2022 tout le monde dehors, oui, là c'est une situation où on est voyous.
économiquement. Mais avant, et dans l'organisation qui a prévalu, jamais nous, les élus, on a été prévenus. Vous savez, on trouvait des salariés de cette entreprise sur le marché de Tulle et d'ailleurs qui nous disaient, vous savez, monsieur le maire, quand même, ça a baissé, les 150 intérimaires, petit à petit, ils n'ont pas été remplacés, il y a des baisses de commandes, vous devriez appeler la direction. Alors moi, qu'est-ce que je faisais? J'appelais la direction et on me disait, mais monsieur le maire, vous êtes là pour faire des équipements publics, hein, vous faites des écoles, vous faites des piscines, vous faites des médiathèques, vous participez à l'élaboration, à la qualité du territoire. Mais nous, c'est nous les industriels, nous, on sait ce qu'on a à faire pour que le travail se fasse. Donc vous êtes gentils, vous restez dans votre position, vous organisez les transports, vous amenez les enfants à l'école, vous faites tout ce qu'il y a à faire. Et nous, on fait de l'industrie. Bon, et à un moment donné, quand vous êtes le maire de Tulle, qui n'est pas grand-chose au final, hein, avec ses 15 000 habitants et dans une agglomération de 45 000, vous vous dites, bon, comment je lui reparle à ce monsieur? Même s'il était très gentil avec moi, et moi, le PDG US, franco-américain, puisque maintenant ce monsieur-là, il a créé cette usine à Tulle. Et maintenant, il est PDG de BorgWarner International. Vous vous rendez compte? Il est passé d'une direction d'une usine qu'il a montée lui-même, qu'il a créée lui-même avec nous, les pouvoirs publics. Allez, on va donner la parole aux vraies voix. Pablo Pio-Vivien, quel est votre sentiment, vous, quand vous entendez ce scénario que nous décrit Bernard Combe, le maire de Tulle? Oui, en fait, j'entends bien la façon dont vous voulez dénoncer, dont vous souhaitez dénoncer le cynisme de l'entreprise BorgWarner en l'espèce, qui fait, comme tu l'as dit, Christophe, depuis 4 ans, qui a un peu une attitude de voyou. Ah oui. Mais en fait, ce ne sont pas les seuls responsables de la situation actuelle, parce que ils ont aussi utilisé des outils législatifs qui ont été mises en place par les derniers gouvernements successivement, notamment par François Hollande, parce que moi je me souviens, est venu à Tulle la semaine dernière, où il y a 5-6 jours, François Hollande, il est allé à Tulle pour défendre les emplois et dire « Ah mais c'est pas possible que BorgWarner », il en a appelé à l'État. Il a dit que c'était moralement inqualifiable. Comment? Voilà, il a dit que c'était moralement inqualifiable. Oui, mais quels outils a utilisé BorgWarner pour licencier? Ils ont utilisé les outils que précisément François Hollande a mis en place à travers les lois Macron et les lois Sapin et Sapin et El Khomri. Ah bon, parce que vous trouvez que le gouvernement à l'époque, il organisait les licenciements? C'est ça que vous nous dites? Ça a permis, je veux dire, il y a eu un assouplissement. Les licenciements économiques ont été permis, ont été largement assouplis dans le cadre avec la loi El Khomri. Et c'est ce qu'en partie ils utilisent là aujourd'hui pour pouvoir licencier massivement. Non, vous pouvez pas dire ça parce qu'il y a l'accompagnement social qui fait que peut-être la création d'emplois était à l'œuvre avec des mesures d'assouplissement de l'économie, mais sûrement pas d'aider à la fermeture des usines. Enfin, vous pouvez pas quand même. Non, mais pas aider à la fermeture des usines, mais alors d'une part, ils auraient peut-être pu mettre. Excusez-moi, mais je vous invite à aller voir ce que c'est que la loi El Khomri. Non, mais elle permet en tout cas de licencier plus facilement. Ça, c'est une évidence. Bon, voilà. Et après, la question sur tout ce qui n'a pas été fait en matière de réindustrialisation de la France, de réattractivité du territoire français en fait en matière industrielle, ce qui n'a pas été fait par le gouvernement précédent ni par celui-là d'ailleurs. Aboutit aussi à cette situation. Ça fait 30 ans que ça dure. Là, je veux pas mettre. Là, on a le résultat quand même de la mondialisation. Moi qui suis de Gironde, combien de fois on a vu des gens venir s'instruire dans les vignes de Saint-Émilion et d'ailleurs, repartir chez eux, faire du très bon vin et faire concurrence à Saint-Émilion, et après on disait ah ben le vin de Bordeaux se casse la gueule. Bon, qu'est-ce que je vous dis, c'est la même chose, Philippe Bilger. Mais je ne suis pas persuadé qu'on puisse directement imputer à ces lois les catastrophes sociales dont Monsieur le maire parle. Moi, ce qui me frappe, et la comparaison est sans doute douteuse, quand j'entends ça, je pense à chaque soir Salomon qui parlait des morts et des blessés du Covid. Pendant le Covid. Et là, moi, la Covid. Ces personnes, 378, si j'ai bien compris, je les vois comme des personnes qui sont d'une certaine manière sinistrées de la même manière dans les suites de la Covid. Et d'ailleurs, vous ne démentez pas cela, monsieur le maire. Non, bien au contraire. Il y a une forme d'impuissance peut-être municipale qui est dramatique face à... Oui, parce que moi j'ai envie de vous dire, vous allez faire quoi maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour sauver tous ces gens? Et puis j'ai envie de vous dire leur famille, parce que derrière c'est quoi? C'est des gens qui s'ils n'ont plus de boulot, ils vont partir.
Donc ça veut dire moins de commerce derrière, ça veut dire moins de gamins à l'école, etc. Enfin, c'est tout ça quand même. Bien sûr. En cascade. Je pense qu'il faut reconnaître nos capacités ou nos incapacités respectives. Moi, je suis un élu d'une ville-préfecture de 15 000 habitants dans une agglomération de 45 000. J'ai été réélu au lendemain du premier tour à 65% parce que j'avais sans doute fait suffisamment du bon travail pour être reconnu par mes concitoyens. Je me suis enclenché une crise Covid du feu de Dieu. Et puis ensuite, sitôt qu'elle a été finie, je me retrouve avec une crise économique sans précédent sur le territoire. Il y a deux solutions où vous dites, écoutez, moi, à l'échelle où je me trouve, dans la capacité où je suis, je vais continuer à essayer de fabriquer des écoles et puis je vais me laver les mains de tout ce qui se passe en matière d'industrie parce que c'est pas de mon domaine, c'est pas de ma compétence ou c'est pas de ma capacité. Mais j'ai aussi cette chance que peut-être en écrivant comme je l'ai fait à Emmanuel Macron, peut-être en écrivant comme je l'ai fait à Bruno Le Maire qui a hier dit au Sénat qu'effectivement c'était un drame pour Tulle et qu'il fallait aller regarder ça de près, je vais tout simplement faire ce que j'ai à faire en tant qu'élu local, c'est-à-dire d'aller chercher au plus haut niveau de l'État les ressources qui permettront peut-être à l'entreprise et à la région Aquitaine en l'occurrence qui va être partie prenante dans les affaires et à l'agglomération de Tulle. Je vais aller chercher des ressources qui permettront peut-être à des équipementiers de venir voir l'usine, de regarder comment elle fonctionne, s'il est possible de créer de l'emploi à la place de celui qui va disparaître. Je vais essayer de discuter, comme on va le faire avec le PDG de Borg-Warner, qui a un rendez-vous téléphonique avec M. Hollande lundi et qui va nous dire s'il accepte la révocabilité ou la réversibilité de cette décision, s'il accepte peut-être de regarder si on peut réinternaliser les productions, s'il accepte de repousser le moment de la fermeture de l'usine pour que nous aidions à chercher. Ce sont des choses comme ça qu'on va faire. Il faut réorienter, écoutez, franchement, il faut réorienter vers l'électrique, puisque c'est ça la suite de l'histoire. C'est ce que j'allais dire justement. Je ne comprends pas qu'on ne forme pas les mecs, moi, vers l'électrique. C'est ça. Alors, il y a ce problème justement d'assumer sur le terrain la problématique écologique. On a vu que il y a un suffrage qui a été donné massivement au Verts justement au dernier scrutin municipal. Eh bien, allons-y, montrons qu'on est capable de mettre en place sur le terrain cette transition. On nous parle de transition écologique depuis des mois, voire des années. Et effectivement, je suis absolument d'accord avec Christophe. Il faut absolument, alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible techniquement, mais qu'il y ait un passage de ce système thermique au système électrique qui permette de conserver ces emplois. En tout cas, on voit toute la difficulté. On voit toute la difficulté du problème. C'est là que l'État a son devoir à accomplir. C'est là que l'État est stratège. C'est l'État de dire, écoutez, on peut remplacer emploi pour emploi, on ne va pas se mettre à faire des batteries. Les batteries, elles sont faites en Bretagne et ailleurs et pour l'instant, ça suffit. On ne va pas se mettre à faire des médicaments alors que c'est pas du tout une usine qui est destinée à ce type de production. Il faut simplement revenir avec l'idée que ces gens-là qui sont en capacité, qui ont un savoir-faire, des compétences, qui travaillent en 3-8, qui ont donné une grande partie de leur vie à ces compétences professionnelles, sont capables de se retrouver dans des productions. Mais attendez, la transition, si on me fait faire des panneaux photovoltaïques, moi dans 3 ans, ils vont aller où les 400 gars là? Ils vont pas rester à attendre que ça vienne pour faire des panneaux qui seront de toute façon plus chers que là où on les fabrique actuellement. Donc moi ce que je dis, c'est que je veux qu'avec les robots qui existent dans cette usine, et on va les discuter avec les équipementiers, on va les discuter avec l'État. On conclut, monsieur le maire, allez-y. On va les travailler, parce que c'est mon rôle. Mon rôle, il est d'être une clé de répartition des volontés, d'aller les chercher pour les mettre sur le terrain. C'est ça que je vais faire, c'est mon travail. Et moi, je ne l'abandonnerai pas, ce travail-là, parce que ces gens-là, ils souffrent aujourd'hui. Ils sont dans la détresse. On ne peut pas les laisser comme ça. Mais combien il va y en avoir demain? En septembre, on va annoncer quoi sur le territoire de la Corrèze? Il y a Thales, il y a Photonis, il y a des Industries. Tout ça, c'est des sous-traitants de l'aéronautique. Alors, on est juste les premiers au début du mois de juillet, et puis ça va durer combien de temps comme ça? Alors ça, l'État, il a un énorme travail à faire, je le crois. Mais en tout cas, on va suivre tout ça, évidemment, parce qu'on sait bien que Tulle, en plus, c'est difficile, quoi. Voilà, vous êtes dans un secteur et un territoire qui, malheureusement, est un peu coincé, quoi. Voilà, donc c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, il n'y a pas beaucoup d'emplois. En tout cas, merci Bernard Combe, maire de Tulle, d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Dans